Aujourd'hui, on va décortiquer une proposition de politique publique qui fait pas mal parler d'elle, le plan national 2027 de La France lucide. L'objectif, c'est de donner une vraie bouffée d'air frais aux refuges animaliers en France, qui sont, on le sait, dans une situation très compliquée. On va regarder ensemble comment ça fonctionne, c'est une approche qui se veut avant tout pragmatique. Pour commencer, un chiffre. Juste un, 350 000. C'est l'estimation haute du nombre d'animaux de compagnie qui sont abandonnés chaque année en France. C'est énorme. Et ça pose tout de suite le décor, ça montre l'ampleur du problème auquel les refuges font face jour après jour. Et ce premier chiffre, eh bien, il en entraîne un autre, 130%. C'est le taux de saturation, le taux de remplissage, si on veut, que beaucoup de refuges atteignent, et parfois même dépassent. En clair, ils fonctionnent constamment au-dessus de leur capacité réelle. C'est une situation de crise permanente. Le document de travail qui présente ce plan met le doigt sur ce qu'il appelle une contradiction silencieuse. D'un côté, on a un amour immense des Français pour les animaux, et de l'autre, on a des refuges qui étouffent. C'est ce grand écart que la proposition tente de résoudre. Alors, d'où vient ce plan ? Il est porté par un mouvement qui s'appelle la France lucide ou LFL. C'est un programme politique qui se définit comme indépendant et qui met l'accent sur deux choses, le réalisme et l'efficacité qu'on peut mesurer. L'idée, c'est de ne pas être dans l'idéologie, mais de proposer un outil très concret qui se base sur des faits. Mais pourquoi est-ce qu'un tel plan serait nécessaire ? Le diagnostic qui est fait est assez sévère. Le système actuel, il repose sur des dons qui sont par nature imprévisibles et sur des subventions locales qui varient énormément d'un endroit à l'autre. Résultat, pas de financement stable au niveau national. Et ça crée une pression immense sur les équipes, les bénévoles comme les salariés, jusqu'à l'épuisement. Et ça mène à la pire des conséquences, ce qu'on appelle l'euthanasie de gestion. Un terme un peu froid pour dire qu'on euthanasie des animaux, non pas parce qu'ils sont malades, mais simplement par manque de place et de moyens. Face à cette situation, le plan propose une solution principale, vraiment le cœur du réacteur, le microdon. L'idée, c'est de mettre en place un mécanisme qui soit à la fois simple, efficace, mais surtout qui repose à 100% sur un choix personnel. Et là, on touche au point le plus crucial, celui sur lequel les auteurs du plan insistent énormément. Ce n'est pas une nouvelle taxe, ce n'est pas non plus un impôt déguisé ou des frais cachés. C'est un don volontaire, un choix actif de la personne. L'argent collecté ne passerait jamais par le budget de l'État, il irait directement dans un fonds privé et traçable. Cette distinction, elle est vraiment fondamentale pour comprendre la philosophie du projet. En fait, tout est résumé dans cette phrase, tirée du document. L'État facilite un outil, le citoyen choisit. Ça veut dire que le rôle de la puissance publique serait juste de créer le cadre technique qui rend ce don possible. Mais l'action de donner, elle, reste une décision strictement personnelle, individuelle. D'accord, mais en pratique, comment ça marcherait ? Eh bien, c'est un processus très simple, en 4 temps. Imaginez, on achète quelque chose pour son animal. Au moment de payer, à la caisse, une option s'affiche pour faire un petit don, 10 centimes, 50 ou un autre montant. Et le point clé, c'est l'étape 3. Il faut activement cliquer pour accepter de donner. Il n'y a pas de case précochée. Si on ne fait rien, on ne donne rien. C'est un mécanisme qui se veut donc sans aucune pression, transparent et simple. Et cet argent, où irait-il ? Dans un fonds national indépendant. En gros, c'est une structure privée comme une association totalement autonome. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces ressources ne sont pas considérées comme des fonds publics. L'argent ne rentre jamais dans le budget de l'État. Le but, c'est de garantir que chaque centime donné aille bien à la cause animale sans risque d'être réaffecté ailleurs. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, la question c'est pourquoi faire ? Quel serait l'impact concret de ce dispositif sur le terrain, pour les animaux et pour les refuges ? Les objectifs sont très clairs. Le premier, le plus urgent, faire chuter l'euthanasie liée à la surpopulation. Ensuite, s'attaquer à la racine du problème en finançant des campagnes de stérilisation massive. Et puis, bien sûr, augmenter les capacités d'accueil, améliorer les structures et aussi les conditions de travail du personnel. En fait, l'idée de fond, c'est de permettre aux refuges de sortir de la gestion de crise permanente pour enfin pouvoir planifier sur le long terme. Voilà l'un des objectifs les plus forts, mis en image ici. L'ambition, c'est de réduire les euthanasies de gestion de 25 à 35% en 5 ans. Ce n'est pas une promesse de tout régler d'un coup de baguette magique, mais c'est un objectif chiffré qui est présenté comme atteignable. Et financièrement, qu'est-ce que ça pourrait représenter ? Les projections estiment que le système, une fois bien installé, pourrait collecter entre 150 et 350 millions d'euros par an selon le niveau de participation des gens. C'est une somme qui, évidemment, changerait complètement la donne pour les centaines de structures qui œuvrent sur le terrain. Mais on le sait bien, une bonne intention, ça ne fait pas tout. Une politique publique, pour être sérieuse, doit avoir des sécurités, des moyens de vérifier si elle marche ou pas. Et c'est justement le dernier point du plan. Alors la question se pose, est-ce qu'on est face à une simple promesse, un effet d'annonce ?
Ou est-ce que c'est un plan qui a été pensé de manière structurée? Pour y répondre, le document liste toute une série de garanties. Le sérieux de la démarche, d'après ses auteurs, reposerait sur plusieurs piliers. D'abord, on n'élancerait pas ça partout d'un coup, il y aurait une phase de test dans quelques territoires. Ensuite, des évaluations indépendantes seraient faites tous les 2 ans pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout, le plan intègre une clause de révision pour l'adapter avec le temps et même une clause de suspension s'il s'avérait inefficace. C'est une approche qui se veut donc prudente et adaptable. Voilà pour ce décryptage du plan national LFL 2027. C'est une proposition qui essaie de trouver un chemin entre le choix individuel et un besoin de solidarité collective pour bâtir un financement enfin stable. La question qui reste en suspens, c'est bien sûr, est-ce qu'un tel outil pourrait vraiment, fondamentalement, changer la donne? Pour que chacun puisse se faire sa propre idée, le document de travail complet, qui fait une 20aine de pages, est en accès libre. Le lien est juste en dessous dans la description.